Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Quelle joie j'ai de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode 12 de mon podcast En Présence. Et cet épisode, il va faire suite à l'épisode 10 où on a parlé de la théorie polyvagale, en quoi la théorie polyvagale, elle a vraiment transformé et amélioré la compréhension que j'avais de moi-même. Et puis dans le podcast 11, on est allé voir et détailler le principe de neuroception, qui est un principe très important quand on parle de système nerveux et quand on parle de théorie polyvagale. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on aille voir justement comment on passe de la survie à la sécurité, de la survie à la vie, et comment on peut transformer cette neuroception de danger. Donc, pour rappel, la théorie polyvagale, elle a été fondée par le docteur et neuroscientifique Stéphane Porges, et elle nous éclaire la façon dont notre système nerveux perçoit la sécurité ou le danger, à travers notamment ce principe de neuroception. Et notre système nerveux, tu le sais, il s'organise en 3 branches. La branche ventrale, qui est la branche de sécurité et de connexion. La branche sympathique, qui est la branche de mobilisation d'énergie, de fuite ou de combat. Et enfin, la branche dorsale, qui est là plutôt en lien avec le figement et les états de dissociation. Et la régulation de ces états et la capacité à ressentir la sécurité sont fondamentales pour notre bien-être émotionnel, pour notre santé mentale et pour notre santé physique. Et aujourd'hui, on va détailler un petit peu pourquoi justement réguler ce système nerveux. Je ne reviens pas sur les 3 états en détail. Si tu veux réécouter l'épisode 10 où je te détaille justement le ventral, le sympathique et le dorsal, je t'invite à le faire et même à parcourir aussi l'épisode 11 et à revenir sur le 12 quand tu auras écouté les 2 précédents. Tu comprendras beaucoup mieux tous les principes et ce sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. Pourquoi donc c'est intéressant de réguler le système nerveux ? Parce qu'aujourd'hui, je le vois, c'est bien trop courant au cabinet et en consultation. Les personnes souffrent quand même beaucoup de stress ou d'anxiété, voire même j'ai des personnes qui souffrent de dépression, qui ont fait des burn-out, etc. Et en naturopathie, on nous apprend justement à accompagner le stress. Dans tous nos cours de naturopathie, on nous dit s'il y a un problème physique, il y a forcément du stress. S'il y a un problème émotionnel, il y a forcément du stress. S'il y a une maladie auto-immune, il y a du stress. S'il y a une inflammation, il y a du stress. Ok. Ça, c'est très clair. On le sait aujourd'hui, le stress, c'est un ingrédient indispensable pour toutes les problématiques de santé qu'on connaît depuis la nuit des temps et qui évoluent au fil de notre vie moderne. Sauf que le stress, oui, mais le stress, il vient de quoi ? Le stress, c'est pas la racine, c'est une étape. Et donc, il faut aller voir à la racine de ce stress. Et à la racine de ce stress, c'est bien souvent un système nerveux qui est dérégulé. Par différentes raisons, par différentes problématiques. La plupart du temps, par des problèmes traumatiques. On a aussi les problèmes carentiels. Et donc, nous, en naturopathie, on accompagne beaucoup les problèmes carentiels. Et pas assez, ou pas du tout même, la partie traumatique. C'est pour ça aujourd'hui que moi je suis en formation, que je suis dans des cursus de formation pour approfondir les techniques qui permettent d'aller travailler les charges traumatiques et d'aller travailler les chocs émotionnels. Parce que pour moi c'est indissociable, ça fait aussi partie de mon cheminement personnel et en fait tous les outils auxquels je me forme, c'est des outils que moi j'ai testés, que j'ai découverts, que j'ai expérimentés et qui m'ont permis petit à petit de sortir de cet état d'anxiété, de sortir aussi de cette anorexie mentale et de sortir des troubles digestifs et tout ce qui va avec. Donc, tout ce que je présente aujourd'hui dans ma pratique, c'est des choses que j'ai testées, expérimentées, que j'ai imbriquées dans ma boîte à outils parce que ça fait sens dans les prises en charge. Donc, pourquoi réguler le système nerveux ? Tout simplement parce que le système nerveux, il est à la racine même de ces états de stress. Si j'avais un système nerveux régulé, je vivrais du stress, mais du bon stress. Et je ne basculerais pas dans du stress chronique. À partir du moment où il y a du stress chronique, il y a dérégulation du système nerveux.
Donc ça, c'est hyper passionnant et c'est hyper intéressant. Et l'intérêt d'aller réguler le système nerveux, c'est justement d'avoir la capacité de passer d'un état à un autre. Donc de passer du ventral au sympathique, du sympathique au dorsal, et puis du dorsal au sympathique, et du sympathique au ventral. L'idée, c'est vraiment de pouvoir traverser ces 3 états avec beaucoup de souplesse et beaucoup de fluidité. Et ça permet quoi? Ça permet de maximiser ma santé mentale et de maximiser aussi ma santé physique. Parce qu'on en a parlé dans l'épisode 10, tu le sais que les 3 états peuvent être aussi associés à des troubles de santé. Si on prend l'exemple de la fatigue chronique, ce sont souvent des personnes qui sont bloquées justement dans le dorsal, alors que des personnes qui ont de l'énergie, c'est souvent des personnes qui ont quand même un ventral qui est bien nourri. Donc, si on veut maximiser notre santé, il va falloir qu'on puisse traverser les 3 états de manière très souple, de manière très fluide, pour rendre l'expérience la plus confortable possible. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin pour aller réguler son système nerveux? On a besoin, bien sûr, de travailler sur notre neuroception. La neuroception, donc, qui consiste finalement à réformer ce radar. Travailler la neuroception, c'est vraiment réformer et comme faire une mise à jour du radar interne qui va détecter la sécurité ou la menace ou bien le danger de mort. Pour qu'à la fin, quand on a remis à jour ce système, ils perçoivent davantage les signaux apaisants et les signaux de sécurité. On le sait, sur des terrains où les personnes ont vécu des chocs traumatiques, c'est comme si le système nerveux était resté bloqué dans cette réponse de mobilisation, de combat, de fuite, donc dans cette réponse sympathique, voire parfois dans cette réponse dorsale. Et ce sont des personnes qui ont rarement accès à leur ventral. Et donc, si ces personnes-là, elles sont bloquées en sympathique ou en dorsale, potentiellement, leur neuroception capte beaucoup plus les signaux de danger que les signaux de sécurité. Et donc, il faut qu'on aille faire une petite mise à jour de cette neuroception, une mise à jour du système de neuroception, pour que la neuroception puisse fonctionner un peu mieux et ne plus être bloquée dans cette neuroception de danger, qui est une neuroception erronée. Quand on est tout le temps dans cette neuroception de danger, hormis bien sûr si on vit dans un pays en guerre où là, la neuroception de danger, elle n'est pas erronée, c'est du vécu, c'est actuel. Il peut y avoir des bombardements, des explosions, etc. Mais aujourd'hui, pour des personnes qui vivent dans des pays potentiellement en paix, il y a quand même des notions de sécurité et des indices de sécurité dans notre environnement. Maintenant, encore faut-il que notre neuroception, que notre radar capte ces notions de sécurité. Et donc l'idée justement, avec cet épisode, c'est que je t'offre des pistes de comment venir soutenir ta neuroception pour lui permettre de voir de plus en plus de sécurité et d'apaisement autour de toi. Donc l'idée, c'est vraiment avec justement le fait de reformater cette neuroception, c'est de diminuer les réactions automatiques de défense, de menace, enfin de diminuer justement ces réactions de défense ou de figement, parce qu'on le sait, les réponses de défense et de figement, à terme, épuisent aussi d'autres systèmes dans l'organisme. C'est pour ça qu'on a des réactions de santé en cascade. Donc, in fine, retravailler sa neuroception, ça va demander aussi une connaissance de ses ressources. Et si tu fais partie des personnes que j'accompagne en séance, tu le sais, je te fais travailler les ressources à chaque fois qu'on se voit. Quelles sont tes ressources? Est-ce qu'il y en a des nouvelles? Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent moins bien? Parce que les ressources, c'est l'ingrédient numéro 1 pour retrouver de la sécurité. De la sécurité dans ton interoception, donc dans ce qui se passe à l'intérieur, et dans cette mince, extéroception, je crois. J'ai perdu le mot, attendez. Interoception. Je suis perdue. Bon, bref, tu m'as compris. L'interoception, c'est ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et puis, il y a toute cette neuroception. Bah oui, interoception. Bref, tu m'as compris. Interoception, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et neuroception, ce qui se passe aussi à l'extérieur de toi. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on aille retravailler cette neuroception, cette interoception, pour que ton corps puisse capter et que cette neuroception puisse capter, oh bah là, il y a de la sécurité. Ok, bah là aussi, il y a de la sécurité. Donc, s'il y a de la sécurité, je peux peut-être sortir de mon mode dorsal ou je peux peut-être sortir de mon mode sympathique
pour aller dans mon mode ventral. Parce que les ressources, in fine, ils sont là aussi pour venir nourrir ce mode ventral. Donc, quelles sont les pistes concrètes pour cultiver cette neuroception de sécurité? J'ai trois grandes pistes. On va commencer par la première qui est la pratique corporelle pour la régulation. C'est certainement la partie qui m'a conduit justement à m'intéresser au système nerveux parce que depuis mon parcours avec l'anorexie mentale et l'anxiété généralisée, j'ai testé différentes thérapies et j'ai rapidement compris que la clé, c'était vraiment la reconnexion au corps. Parce que tout passe à travers le corps. Et parce que c'est véritablement à travers le corps que l'on guérit pleinement. Une guérison qui est simplement dans la tête, pour moi, c'est une guérison à mi-mesure. Si on veut pleinement guérir, il faut que la guérison soit ancrée dans le corps. Et donc pour ça, il faut repasser par le corps. Et je sais ô combien c'est difficile parce que en souffrant d'anorexie, je suis connectée à ma tête, donc vraiment tout se passe dans la tête. Et par contre, j'ai une déconnexion totale avec ce qui se passe dans le corps. Et donc ça m'a demandé un gros travail. Donc si toi aujourd'hui tu m'écoutes et tu te dis mais moi j'ai aucune notion de ce qui se passe dans mon corps, je ressens rien, sache que tu n'es pas seule. Je suis passée par là et qu'avec le temps ça vient, mais ça demande du temps, ça demande de l'entraînement. Ça demande aussi une pleine confiance dans le processus qu'un jour tu arriveras à ressentir. Mais voilà, il faut vraiment prendre confiance et prendre conscience que c'est un processus qui demande du temps. Donc, quelles sont les pratiques corporelles de régulation? Il y en a plein. Le premier, c'est la respiration consciente. On a des pratiques de cohérence cardiaque, des pratiques de breathwork. Quand c'est des pratiques qui sont encadrées avec des thérapeutes formés, on a vraiment accès à justement des respirations profondes qui vont venir stimuler mon nerf vague. Et ce nerf vague, quand il est stimulé, il va pouvoir induire une réponse de calme. D'ailleurs, et ça on l'a vu dans l'épisode 10, si je ne dis pas de bêtises, la respiration, c'est le seul levier qui est direct et qui permet de passer d'un mode sympathique à un mode parasympathique. Donc, dans mon système nerveux autonome, il y a ma branche sympathique, go, 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 on y va, et ma branche parasympathique, en mode plutôt repos, digestion, régénération. Notre vie moderne fait qu'on est beaucoup dans le go, 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 go. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à enclencher ce frein qui nous permet de nous reposer, de digérer et d'être dans cette phase de régénération. Et la respiration permet justement de lever ma pédale d'accélération pour enclencher ma pédale de frein. Et ça, la respiration, c'est une des seules activités autonomes du corps sur lesquelles on a la main mise. Cligner des yeux, t'as pas la main mise. Aller aux toilettes, t'as pas la main mise. Les battements de ton cœur, t'as pas la main mise dessus. La respiration, c'est automatique, mais en même temps, tu peux influencer ta respiration. Et donc, c'est un outil qui te permet facilement de basculer du sympathique au parasympathique. Voilà pourquoi la respiration fait partie intégrante des techniques pour justement réguler le système nerveux et venir lever des charges traumatiques. Ensuite, on a tous les exercices de scan corporel qu'on peut beaucoup rencontrer dans les pratiques de sophrologie, que tu as aussi rencontré dans les ressources que je te propose avec l'accompagnement que je propose à mes consultants. Et donc, dans le scan corporel, c'est vraiment une forme de méditation, mais en même temps, c'est pas une méditation de projection ou de visualisation. On est vraiment sur j'essaye de me reconnecter à ce qui se passe dans mon corps. Donc, je vais scanner, je vais balayer l'ensemble de mon corps pour essayer de percevoir différentes sensations, différents signaux dans mon corps. Peut-être que là, si je le fais moi rapidement, dans ma jambe droite, je sens qu'il y a une forme de tension. J'ai les jambes croisées et en plus d'avoir les jambes croisées, je suis venue glisser mon pied derrière ma jambe. Typiquement, là, si je me connecte, c'est pas une bonne position pour moi. Pardon, je vous bouge du coup. Mais ça génère des douleurs dans ma jambe. Si je change, là, j'ai plus la douleur. Très intéressant. Si je prends maintenant les notions vraiment de mon assise, je sens que j'ai un appui un peu plus fort du côté de ma fesse gauche que de ma fesse droite, par exemple. Ça pince plus à gauche. À droite, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus léger. J'ai mes mains aussi sur mes cuisses. Et il y a une main qui a un peu plus froid. Et en même temps, par contre, je sens qu'elles sont toutes les deux très détendues.
Si je passe maintenant au niveau de mon dos, j'ai mis un coussin tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement parce que je sentais qu'il y avait des tensions dans le bas du dos. Donc là, vraiment, j'ai un coussin en dessous moi. Et là, du coup, ça me permet vraiment d'être confortable. Le problème, c'est que moi, quand je fais des pratiques comme ça, même en direct des podcasts, mon système nerveux, il comprend vite maintenant ce que je suis en train de faire. Donc là, il y a eu un bâillement de ah, ça relâche. Très intéressant de voir tous ces changements corporels. Et tout ça, bah, je note sur un carnet. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Les images qui peuvent me venir, les émotions, la température. Est-ce que je bâille? Est-ce que j'ai des frissons? Je note tout ça. Parce que tout ça, ça me crée vraiment une bible de connaissance de soi. Très précieux. Donc, le balayage corporel à travers des scans, très intéressant. On va aussi aller travailler des ancrages sensoriels. Là, notamment, les ancrages sensoriels, c'est quand tu utilises des objets, des sons ou des odeurs rassurantes comme point de repère corporel de sécurité. Par exemple, moi, un de mes points de repère, ce sont les odeurs. Je suis très, très attachée aux odeurs. L'odorat est très développé chez moi et donc j'ai beaucoup d'informations qui me viennent par l'odorat. Et donc forcément, les huiles essentielles, pour moi, c'est un refuge énorme et un indice de sécurité. C'est pour ça que quand je suis montée à Paris au début du mois, j'ai fait 2 allers-retours toute seule dans la même semaine. Alors, j'étais jamais montée toute seule à Paris. Je suis pas fan des transports en commun. Je suis pas fan de la vie parisienne. Je me sens pas du tout en sécurité dans les grandes villes. Moi, je suis bien en campagne quand il n'y a pas beaucoup de monde. Donc forcément, Paris, pour moi, c'était un vrai challenge. Qu'est-ce que j'avais emmené dans mon sac? Bah, justement, j'avais emmené des huiles essentielles. Des huiles essentielles qui me permettent justement d'ancrer cette sécurité. Là, typiquement, elles sont juste à côté de moi. Quelle huile essentielle j'avais avec moi? Eh ben, j'avais le mélange adaptif, pour ceux qui connaissent. Adaptif qui est un très très bon mélange justement de régulation du stress. Donc, je m'en suis appliquée sur moi en fait. Je m'en suis appliquée sur la nuque, sur mes poignets. J'ai aussi senti le flacon à plusieurs reprises. Très important pour moi d'avoir mes huiles essentielles. J'ai toujours ma trousse d'huile essentielle avec moi. Autre ancrage corporel, la chaleur. Pour moi, la chaleur, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me sentir en sécurité. Et ben idem, quand je suis montée à Paris, je prenais le temps de me prendre une boisson chaude à la gare. Non pas que j'avais soif, mais parce que la boisson chaude, tenue entre mes mains, ah, c'est un ancrage sensoriel qui me permet de me sentir en sécurité. Donc ça, super intéressant. Maintenant, si tu fais partie des personnes qui ne ressentent rien, parce que ça peut arriver, je te l'ai dit, moi je faisais partie de ces personnes-là, qu'est-ce que tu peux faire quand tu ne ressens rien? Parce que là, tu vas me dire, bah oui, c'est bien gentil, mais moi, le scan corporel, je le pratique, mais je ressens rien dans mon corps. Ok, pas de panique. Dans ces moments-là, je t'invite à utiliser des balles de motricité, des balles qui ont des picots, qu'on peut retrouver notamment dans les crèches, qu'on peut retrouver chez les psychomotriciennes, qui sont des balles texturées qui vont te permettre peut-être de te reconnecter à tes sensations corporelles, pardon. Tout ce qui va être aussi les bouillottes chaudes. Si la chaleur pour toi, ça peut être un élément de ressource, parce que ça peut être toi peut-être la fraîcheur, mais peut-être que la chaleur c'est un élément de ressource, bah teste une bouillotte chaude. Tiens, quand je la pose sur mon corps, est-ce que je sens l'endroit où il y a la bouillotte? Ok, je sens l'endroit où il y a la bouillotte. Maintenant, qu'est-ce que je sens à cet endroit-là? Ok, je sens que c'est chaud, d'accord. Est-ce que je sens que ça se détend? Est-ce qu'au contraire, je sens qu'il y a une tension? Est-ce que je sens la lourdeur de la bouillotte sur l'espace de mon corps sur laquelle elle est posée? C'est toutes ces petites questions que je vais t'inviter à te poser. Il y a aussi les tapis d'acupression. Tapis d'acupression, c'est les petits tapis champ de fleurs qui te permettent, alors non pas de remplacer une séance de réflexologie, mais en tout cas de venir créer des ancres corporelles de ah là c'est un peu sensible pour moi. Et ben si c'est sensible, ben, c'est que tu te reconnectes à une zone de ton corps. Ok. Et puis là c'est sensible, est-ce que je peux trouver un autre endroit qui est confortable? Et peut-être que l'endroit confortable je le trouve pas tout de suite. Donc est-ce que je peux trouver un endroit qui est neutre? C'est-à-dire qui est pas douloureux mais qui est pas confortable. Et là, déjà, tu vas commencer à affiner un petit peu ce qui se passe dans ton corps. Ça aussi, on le travaille aussi en séance, d'aller travailler ces ancrages sensoriels et cette reconnexion au corps. Et je suis là aussi pour vous guider dans les séances, justement, à travailler cet ancrage. Moi, ça m'a valu, j'ai fait combien d'années de thérapie à méditation corporelle? J'ai dû faire 5 ans de TMC quand j'étais suivie pour anorexie. Pendant 5 ans, on a travaillé sur des choses comme ça. Pas que, mais on a travaillé sur des choses comme ça. Et je trouve ça très fort pour moi d'arriver aujourd'hui à me former à ces pratiques-là, d'avoir un attrait
et un goût pour, toutes les techniques de régulation, du système nerveux. Et la Mathilde qui a souffert d'anorexie, elle est très émue de voir le cheminement parce que, il y a quelques temps de ça, j'ai réouvert le dossier médical, avec tous les comptes rendus de séance, que ce soit les comptes rendus du pédiatre, les comptes rendus du psychiatre, les comptes rendus des psychologues, les comptes rendus aussi des psychomotriciennes et des infirmières, coordinatrices de soins que je voyais justement en thérapie à méditation corporelle. Et quand j'ai rebalayé tout ça, je me suis dit: «Waouh, quel trésor j'ai là de pouvoir lire les exercices qu'ils nous proposent, ce qu'ils percevaient aussi dans mon corps et du coup qui sont encore des choses parfois que je ressens et pour lequel je travaille dessus. Et puis en parallèle, je tenais aussi un journal, un petit cahier quand je rentrais de TMC et je notais les exercices du jour qu'on nous avait proposés. Parce que je m'étais toujours dit: «Un jour ces exercices-là, ils me resserviront, c'est sûr». Et bah, aujourd'hui, ces exercices me resservent. Donc forcément, il y a une part de moi qui est très émue et qui est hyper fière du chemin qui est parcouru parce que je suis pas là par hasard et que tout ce que je vous propose, c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Et donc, pour le coup, là-dessus, je me sens vraiment légitime, en fait. Je me sens légitime de vous accompagner dans ce genre de séance. Je suis hyper en confiance pour les personnes qui ne ressentent rien à l'heure actuelle parce que je sais que ça évolue et que je fais partie de ces personnes-là pour qui ça a évolué. Donc, voilà, c'était un peu l'instant émotion, mais ça me paraît important aussi de transmettre ce genre d'informations dans le podcast. Ensuite, donc, comment on peut réguler le système nerveux? Il y a aussi toutes les approches psycho-émotionnelles. Là, dans les approches psycho-émotionnelles, il y a différentes approches, différentes thématiques. Je détaille certaines, pas tout bien évidemment, parce que j'ai pas non plus la science infuse, mais je vous en détaille certaines. Il peut y avoir donc les pratiques somatiques qui font aussi partie des pratiques corporelles de régulation. Les pratiques somatiques, elles nous viennent tout droit de la somatic experiencing qui a été développée par Peter Levine. La somatic experiencing, c'est une thérapie qui a pour objectif de permettre au corps d'aller au bout de sa réponse. Quand il y a un choc, quand il y a un trauma, bien souvent, la réponse du système nerveux, elle est comme biaisée, comme coupée. Le système, il n'a pas pu aller au bout du processus. C'est pour ça que dans l'organisme, il reste encore des fragments de ce choc émotionnel et de ce choc traumatique, et qui fait qu'au quotidien, on peut avoir des réactions qui soient réactivées par des choses totalement anodines. Quel exemple je pourrais vous donner? OK, j'ai un exemple de choc traumatique. C'est peut-être le plus «bête» entre guillemets, mais j'en parlais il y a pas longtemps avec les collègues, donc c'est pour ça qu'il me revient facilement. Choc traumatique, moi aujourd'hui je suis quelqu'un qui, déteste les aiguilles, que ce soit des piqûres, des vaccins et cetera. Vraiment c'est au-dessus de mes forces, et j'ai l'image, pour moi ça a été une image traumatique parce que j'ai trouvé cette scène hyper violente. J'ai l'image de mon médecin d'enfance, hein, le médecin qu'on avait quand on était enfant, qui a fait un vaccin sur ma sœur qui était à l'époque, bébé, hein, qui avait encore des couches, donc il lui a fait le vaccin sur la fesse. Et je disais aux filles, j'ai l'image de ma sœur vraiment sur le ventre, fesse à l'air et qui on vient planter le vaccin, mais de manière assez rapide. Et ça dure très peu de temps, mais c'est pour moi, ça a été violent, ça a été rapide, ça a été brusque. Et cette image-là, je peux vous retranscrire vraiment l'ambiance de la pièce, quelle lumière était allumée, je sens encore l'odeur, je sens la température de la pièce quand je vous le raconte. Ça, c'est une mémoire traumatique. Donc il reste encore ça dans mon organisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un vaccin, ça me ramène tout de suite à cette image-là et tout de suite, j'ai un réflexe de protection, j'ai envie de fuir. Donc typiquement, le travail somatique, ça permettrait d'aller travailler cette charge-là, de ce qui s'est vécu à l'instant T dans le corps, du souvenir de la scène. On n'est pas obligé de se rappeler, hein, mais on va vraiment se connecter à la sagesse du corps. Et le corps est notre première médecine en pratique somatique. Parce qu'on va se connecter au corps, aux sensations corporelles, et on va inviter le système nerveux à aller au bout de sa réponse pour sortir de cette sorte de figement, de cette sorte de situation qui s'est cristallisée dans l'organisme. Donc les pratiques somatiques, très intéressantes pour aller libérer une charge traumatique et une charge aussi émotionnelle, qu'on peut retrouver aussi dans les pratiques corporelles. Je les ai mis dans les psycho-émotionnelles, mais psycho-émotionnelles ou corporelles, on pourrait vraiment la mettre dans dans les deux approches. En psycho-émotionnel, on peut aussi avoir tout le travail des parts intérieures, des parts de soi.
Je ne sais pas si tu as déjà eu la sensation que tu étais habité par plusieurs voix à l'intérieur de toi, comme s'il y a quelqu'un qui te poussait à manger ce carreau de chocolat, puis l'autre personne qui te disait non mais surtout ne le mange pas, c'est encore des calories en plus, etc. Moi, à l'époque où je faisais de l'anorexie, il y avait beaucoup de parts de moi qui étaient en dualité. Et je me suis toujours crue folle. Je me disais mais c'est pas possible. Vraiment, je suis la seule à avoir l'impression d'avoir langé le démon à l'intérieur de moi, d'avoir deux personnes qui parlent. Et en fait, c'est très intéressant parce que je lisais des bouquins neuroscientifiques et notamment des approches qui ont été développées, comme l'IFS, qui sont des approches où on va venir, qui ont été développées par des personnes professionnelles de la santé mentale, qui ont justement des personnes dans leur cabinet qui leur parlaient tout le temps des différentes parts de soi. Ils disaient ah mais c'est bizarre, il y a une part de moi, il y a une part de moi. Et donc les professionnels ont développé justement cette thérapie-là. Et à travers les différentes parts de soi, on peut venir travailler, décristalliser des émotions. C'est hyper intéressant parce qu'on peut se servir justement des différentes voix qui sont portées par différentes petites personnes pour voyager au cœur de ton système nerveux et pour comprendre les réactions. Parce que dans les parts, il y a des parts exilées, il y a des parts jeunes, il y a des parts plus adultes, il y a des parts protectrices. Et ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, exemple personnel, il y a quelques jours de ça, j'ai une cliente qui a oublié son rendez-vous. Ça n'arrive que très rarement, mais ce jour-là, c'est arrivé. Et donc, j'ai pu identifier les différentes parts de moi à ce moment-là. Il y avait une part très en colère, celle qui prenait ça pour un manque de respect et qui se disait ouais, je me donne à fond pour les suivis, et puis là, on me plante. Moi, ça me demande quand même des temps de préparation avant. Les gens, ils se rendent pas compte. Donc, vraiment, il y avait cette petite part très en colère. Et puis, il y avait aussi une part qui se disait ah ben chouette, je vais avoir du temps pour avancer la to-do list qui est quand même assez longue aujourd'hui. Très bien, ça me libère du temps. Puis il y a une autre part qui s'est dit bah super, tu vas pouvoir aller prendre un café avec tes collègues. Et une autre part qui s'est dit ben là, ce qui serait intéressant, c'est plutôt que tu prennes du temps pour avancer tes formations. En fait, j'ai pu avoir différentes parts à l'intérieur de moi, et puis il y avait des parts qui culpabilisaient aussi. De se dire, bah tiens, je culpabilise parce que je me dis, bah tiens, ça pourrait être bien, je pourrais prendre un café avec les collègues. Mais non, tu veux pas faire ça parce que tu as plein de boulot. Donc il y avait une part qui culpabilisait, puis qui rappelait à l'ordre. Très intéressant, tout ce travail de part. Et sans rentrer trop dans les détails, ce que je t'invite à faire quand c'est comme ça, c'est à prendre une page blanche et tu notes tout ce qui vient à l'intérieur de toi. Peut-être qu'au début, les parts, c'est assez abstrait pour toi, donc prends les différentes voix qui se heurtent dans ton cerveau et tu notes. Juste tu notes. Juste le fait déjà de les noter, ça leur donne beaucoup moins de puissance. Ça libère de l'espace mental, puis ça les canalise aussi un petit peu. Donc, très intéressant le travail avec les parts de soi, et on en reparlera prochainement dans d'autres épisodes. Une approche aussi psycho-émotionnelle que j'aime beaucoup, c'est la co-régulation. On en a déjà parlé dans l'épisode 10 et on en reparle aussi durant les suivis. La co-régulation, c'est la capacité à trouver des personnes ressources autour de nous et des personnes qui vont justement réguler notre système nerveux. Et quand émotionnellement, on n'est pas très bien, ou au contraire, quand on est euphorique, on va aller vers différentes personnes. Des jours où, voilà, moi j'ai l'impression que il y a rien qui fonctionne, que je me heurte tout le temps à des problématiques, ben, hop, je vais prendre le temps d'aller voir une personne qui m'est chère, de passer un bon moment avec elle, de boire une petite boisson chaude. Je rentre au boulot, ça y est, je peux me remettre à travailler, c'est facile pour moi. La co-régulation, elle peut aussi être vécue en couple, quand l'autre personne peut réguler, le compagnon. C'est hyper intéressant. Et ça, la co-régulation, on le retrouve aussi dans les séances qu'on fait voilà, en suivi, parce que la présence d'un thérapeute, alors que ce soit moi ou d'autres thérapeutes, c'est aussi des présences qui peuvent co-réguler. Donc, la co-régulation, une belle approche aussi psycho-émotionnelle. Et puis, je terminerai l'approche psycho-émotionnelle avec le travail des huiles essentielles. Je trouve pour moi que les huiles essentielles sont des outils très simples et très accessibles pour pouvoir aller travailler et soutenir ses émotions et réguler son système nerveux. Et en plus de ça, on le sait aujourd'hui, il y a certaines huiles essentielles qui sont prouvées scientifiquement pour réguler certaines hormones dans le corps. Donc, pour moi, les huiles essentielles, c'est vraiment un outil indispensable dans le soutien psycho-émotionnel, parce que chaque huile essentielle a une symbolique physique, un bienfait physique, mais aussi une symbolique émotionnelle. Par exemple, là, si je prends la cannelle que j'ai sous les mains, enfin sous les mains, la cannelle a une odeur très forte, et au niveau émotionnel, elle fait travailler la confiance en soi, par exemple. Très intéressant. La menthe,
L'amande verte, elle est vraiment là pour, travailler cette communication claire et audible. Quand au niveau émotionnel, on a des gens qui ont du mal à dire les choses, qui ont du mal à se prononcer, qui restent un peu en retrait, très intéressant d'aller travailler avec la spearmint. Donc voilà, les huiles essentielles, pareil, un très, très bon soutien, psycho-émotionnel. Et puis bien évidemment, on adapte aussi les différentes pratiques en fonction de son état. Par exemple, quand on est en hyperactivation, donc plutôt dans la branche sympathique, là, on va privilégier plutôt des pratiques qui vont venir décharger cet excès d'énergie pour retrouver le chemin d'accès vers justement l'apaisement et le calme. En hypoactivation, là, on va plutôt aller sur des pratiques qui vont stimuler doucement et progressivement le système nerveux pour que du dorsal, je puisse remonter dans mon sympathique. Donc on adapte aussi en fonction de ce qu'on traverse. Ça, c'est hyper intéressant parce que quand on connaît bien et quand on arrive à identifier dans quel état on se situe, on peut en face amener les pratiques qui vont nous permettre justement de sortir de l'état, si je suis en sympathique ou en dorsal, et puis si je suis en ventral, d'avoir des pratiques qui viennent nourrir et entretenir cet état-là pour y rester le plus longtemps possible. C'est vraiment ça tout le travail du système nerveux. Et plus on travaille sur son système nerveux, plus on devient aussi autonome dans la compréhension de comment on fonctionne. Et donc, on devient aussi autonome dans la manière dont on se soutient et dont on se prend en charge. Donc ça, c'est le travail du système nerveux, pour moi, c'est un vrai cadeau et on devrait tous se l'offrir au moins une fois dans notre vie. Parce qu'une fois qu'on se l'offre une fois, c'est des outils que vous avez à vie, en fait. Donc c'est merveilleux. Et puis le troisième axe, et pas des moindres, c'est de soutenir la biologie. Tu sais que je parle souvent de pratiques somatiques, de mouvements, d'émotions, de respiration, et là on en a parlé beaucoup depuis le début de cet épisode, et bien évidemment que c'est essentiel. Pour moi, ça fait partie intégrante des accompagnements, et ça fait partie intégrante des outils qui m'ont permis de m'en sortir. Mais aussi, il faut aussi savoir que quand il y a un système nerveux dérégulé, bien évidemment et bien souvent, il y a une biologie qui est en besoin. Parce qu'il y a un point que j'aime quand même remettre au centre, c'est que soutenir sa biologie, c'est soutenir le corps lui-même. Et le corps, le système nerveux fait partie intégrante du corps. Donc aller travailler en somatique, en émotionnel, etc., c'est hyper important. Par contre, il faut la base, il faut les fondations. Et donc, il faut une biologie qui soit nourrie. Parce qu'un système nerveux qui manque de vitamines, qui manque de minéraux, qui manque d'oligo-éléments, c'est un système nerveux qui vit déjà dans une forme de survie. Et donc qui n'a pas accès à son ventral. Parce que s'il est en mode survie, il est dans un danger. Il y a une carence, danger, parce que je ne peux pas fonctionner correctement. Donc si je ne peux pas fonctionner correctement et qu'il y a un danger, je suis soit dans mon sympathique, soit dans mon dorsal, mais pas dans mon ventral. Donc un corps qui est dénutri, qui est déminéralisé, qui est en carence, n'a tout simplement pas les ressources internes pour se sentir en sécurité. Et quand la base n'est pas là, la neuroception, donc cette capacité à ressentir le danger ou la sécurité, reste bloquée du côté du danger. C'est ce que j'ai vécu avec l'anorexie. Un corps dénutri, déminéralisé. Et tant que je ne me suis pas nourrie et que j'ai pas comblé mes carences, j'étais dans ma physiologie de survie. Et ça a duré longtemps parce que j'ai arrêté d'être suivie en 2018, fin des suivis d'anorexie. Ouais, 2018, j'ai arrêté les suivis d'anorexie. Enfin, ils ont été arrêtés parce que j'avais plus besoin. Et c'est qu'en 2022, donc en arrivant en formation naturo, que j'ai compris que mon terrain émotionnel de déprime était lié à mes carences qui n'avaient jamais été prises en charge depuis la fin de l'anorexie. J'avais des neurotransmetteurs dans les chaussettes, donc dans ma chimie du cerveau, il n'y a rien qui faisait que j'étais heureuse, joyeuse, en sécurité, calme et apaisée. Donc ça, c'est une base essentielle. Et je m'agace un peu sur cette partie-là parce que il y a vraiment une part de moi qui est un peu en colère de ne pas avoir su ça avant, parce que ça m'aurait évité des années quand même d'état de déprime à me gâcher quand même la vie et le quotidien. Donc voilà, c'est une vraie partie et il faut pas la négliger. Et alors, si tu veux vraiment apprendre à naviguer entre ces différents états, sortir du dorsal, apaiser l'hyperactivation et donc apaiser le sympathique, et revenir vers cet espace doux, stable et ouvert qu'est le ventral, tu as besoin d'un terrain biologique solide. Ça veut dire quoi concrètement un terrain biologique solide?
Ça veut dire une alimentation nourrissante, qui apporte de vraies réserves, donc des aliments entiers, des aliments de saison, parce que s'ils sont de saison, ils ont plus de vitamines, plus de minéraux. Ils sont à leur apogée en termes de nutriments. Des aliments qui sont nourrissants et qui sont vrais, c'est aussi des aliments qui vont réchauffer, qui vont remonter l'énergie vitale du corps. Il faut également des protéines en quantité suffisante pour fabriquer des neurotransmetteurs. Donc pour fabriquer ma sérotonine, ma dopamine, mon GABA, etc. Parce que toute la chimie du cerveau, elle repose sur les protéines, sur les acides aminés. Donc ça, hyper important. Et bien évidemment, une supplémentation, une complémentation pour éviter justement de laisser ton corps s'épuiser dans des carences qu'il ne peut pas combler tout seul. Aujourd'hui, on le sait, j'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes de podcast, l'alimentation de nos jours, elle n'est pas suffisante pour couvrir les besoins de notre organisme. Et encore moins si on mange industriel. Donc déjà, manger des vrais aliments, c'est bien. Maintenant, on le sait, les aliments bruts, dans les années 70, une pomme que mangeaient nos grands-parents, elle était beaucoup plus riche en nutriments que la pomme qu'on mange aujourd'hui. Il faudrait manger 10 pommes pour arriver à la teneur d'une pomme des années 70. Donc on comprend bien que si on mange 10 fois plus de vitamines, si on mange 10 fois plus de fruits et de légumes, à un moment donné, on sature. Donc la complémentation, pour moi, c'est aussi indispensable. Et j'ai fait partie des personnes qui étaient contre la complémentation. J'avais une vision très américanisée de la complémentation. Pour moi, c'était du dopage. Il y a une de mes formatrices en naturo qui m'a dit: «Mathilde, à un moment donné, tu n'auras pas le choix, il faudra que tu y passes». Et puis au fil des mois et de la formation, et en voyant mon état ne pas s'améliorer, elle m'a dit: «Là Mathilde, à un moment donné, je te laisse plus le choix. Tu prends tel, tel, tel et tel complément et on voit dans 1 mois ce que ça donne». Effectivement, à la fin du mois, il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé. Tout n'était pas réglé, mais il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé. Donc pour moi, aujourd'hui, la complémentation, c'est indispensable. Et quand j'ai des personnes qui me disent: «Oui, mais on va pas prendre ça toute notre vie, mon corps, il est censé le faire tout seul». OK, si ton corps, il est censé le faire tout seul, comment ça se fait que tu as une thyroïde qui fonctionne plus? Comment ça se fait que tu as des surrénales dans les chaussettes? Si ton corps, il est censé le faire tout seul, il est censé se réguler tout seul. Donc normalement, il y aurait pas de problème de thyroïde si ton corps, il se régulait tout seul. Et tu vois bien que ton corps, il fait pas le job tout seul. C'est comme se dire, «Bah, j'ai pas besoin de faire du sport parce que mon corps, il se muscle naturellement». Non, ça marche pas comme ça. Tu muscles tes croyances limitantes, tu muscles la bêtise humaine, mais pas du tout ton corps. Donc vraiment, c'est hyper important et moi, aujourd'hui, je suis complémentée à l'année. Bien sûr, je fais varier les dosages et les compléments que je prends, mais c'est un indispensable pour moi et le jour où j'arrête, clairement, je plonge parce que c'est ce qui me permet de tenir aussi. Parce que ce sont les compléments alimentaires, il faut vraiment le voir. On va prendre l'image de la voiture et j'ai une de mes consoeurs, avec qui je travaille dans doTERRA qui parle comme ça et je trouve que l'image est assez vraie. Elle prend l'image de la voiture. La voiture, c'est ton corps. Si tu veux que ta voiture, elle roule, il va falloir mettre de l'essence. L'essence, c'est les compléments alimentaires, en plus de ton alimentation. Et puis après, une fois que tu as de l'essence dans la voiture, une fois que tu as du carburant dans ton réservoir, il va falloir tourner le volant à droite, à gauche ou rester tout droit en fonction de la route que tu veux prendre. Les huiles essentielles, c'est celles qui permettent de tourner le volant. Voilà pourquoi, dans les outils que je propose, il y a un ordre logique et voilà pourquoi tous sont, à mon sens, indispensables. Parce que si je veux une voiture qui roule, à un moment donné, il me faut du carburant, il me faut aussi quelqu'un qui pilote, il me faut aussi de la batterie dans mes batteries, il faut aussi des pneus qui soient en pleine forme, une carrosserie à peu près clean aussi. Il faut tout ça en fait. Si mon moteur il est encrassé, donc si dans mon corps il y a des toxines, bah forcément, ma voiture elle roule moins bien. Normal. Donc pour moi, voilà, la supplémentation, ça fait partie intégrante de la prise en charge et je pourrais vous sortir moult études scientifiques sur le sujet. On est aussi formé par des médecins quand on va en formation et en convention. Les médecins sont les premiers à dire qu'aujourd'hui, si on veut être en bonne santé et si on veut agir en préventif, il faut se supplémenter. Tout ce qui est problème de fertilité, tout ce qui est problème d'anxiété, de burn-out, de dépression, de maladies auto-immunes, ce sont des terrains carentiels à la base. Donc il faut se prendre en charge là-dessus. Et ça demande bien évidemment des prises en charge personnalisées. Voilà pourquoi je suis formée aussi à la micronutrition. Donc quand ton corps il est nourri, quand il est minéralisé et il est soutenu, il a déjà fait un pas vers plus de sécurité.
Et depuis cet endroit-là, tout le travail somatique, le travail émotionnel et le travail corporel devient plus simple, plus naturel et plus accessible. Sinon, on se heurte à une problématique. Aller travailler en somatique, en émotionnel et en corporel sur des terrains qui sont carencés et dénutris, ça ne prendra pas. Parce que le corps, il n'a pas l'énergie nécessaire pour bien fonctionner. Et que mon système nerveux, il n'a pas l'énergie nécessaire pour faire le travail somatique qu'on lui demande. Donc ça, hyper important. Et c'était le dernier point, du coup, de cet épisode de podcast. Tout ce que je vous ai présenté dans cet épisode et tout ce dont je vous parle au fur et à mesure des épisodes, c'est des choses que je propose dans mon accompagnement. On visite ces outils de régulation en restant à l'écoute du système nerveux et en restant à l'écoute de ton corps. C'est pourquoi, bien qu'il y ait des grands principes généraux que je présente dans le podcast, on réajuste en accompagnement, on réajuste en suivi et on reste au plus proche de ce que ton corps nous dit et de ce que ton corps peut faire à l'instant T. La régulation du système nerveux, c'est réapprendre à percevoir la sécurité en soi, dans la relation et dans l'environnement. C'est pratique, donc que ce soit la respiration, l'autocompassion, la régulation du système nerveux, les ancrages sensoriels, les pratiques somatiques, forment un panel d'outils puissants pour enrichir ta capacité de résilience et ainsi mieux traverser le stress et les traumatismes. Parce que dire « je veux plus ressentir du stress », c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on est dans une société de toute façon qui est drivée par le stress. Il y a de la pression pour tout, la pression économique, financière, professionnelle. Il y a de la pression partout. Il y a de l'urgence à beaucoup d'endroits. Il y a aussi beaucoup de problématiques qui font que les gens sont pas bien. Donc vivre sans stress, c'est pas possible. Hormis si tu vas t'exiler sur une île à Tahiti, potentiellement, j'imagine que là, tu vivras quand même moins de stress. Mais tu peux toujours être face à des traumatismes. Ça, on en vit aussi toute notre vie. Donc l'idée, c'est que plus ton système nerveux il est régulé, plus ton terrain il est fort et solide, plus tu as cette capacité de résilience et cette capacité à traverser avec grâce la vie, qui est un milieu de chaos. Ça, c'est une phrase aussi d'une personne que j'aime beaucoup, qui dit ça. Traverser avec grâce au milieu du chaos. Marcher avec grâce au milieu du chaos. Tous ces outils-là, ils te permettent ça. Ils te permettent de marcher avec grâce dans un mode de vie moderne et dans une société qui va mal. Voilà. Mais bien sûr, c'est un travail qui demande du temps. Ça demande une fine connaissance de soi et de son système. La régulation du système nerveux, c'est un travail qui peut prendre des mois, voire des années. Je sais, c'est pas sexy, je sais, c'est pas vendeur. Mais quand on commence à s'intéresser à tout ça, je vous assure que c'est un travail qui change la vie et qui change des vies, parce que je le vois aussi au quotidien. Et donc, plus on travaille avec son système nerveux, plus on soutient son système nerveux et plus on le régule, plus on voit les évolutions en soi et autour de soi. Donc voilà, si tu as le courage, si tu as l'envie et si tu as l'audace de commencer ce travail du système nerveux, je te félicite. Vraiment, je te vois et je te félicite parce que je sais ô combien tout ce que tu traverses peut être challengeant et parfois déstabilisant. Et je te vois, je te comprends. Et si tu es de ces personnes qui ne savent pas par où commencer, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. On pourra tranquillement discuter, échanger là-dessus. Et peut-être que tu trouveras des réponses ou une envie de débuter ce cheminement personnel. Je te dis à très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et surtout, reste en présence. Ciao, ciao!